Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux, d'être venus nous voir aujourd'hui. C'est sympa, on est une quarantaine, ce qui est plutôt cool. Et je vais commencer par nous présenter. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Renaud, je suis software engineer chez Sphere et comme vous le voyez, je suis un vrai développeur, je suis un peu feignant. Du coup, j'ai copié-collé une citation depuis Internet. Ceux qui la reconnaîtront. Et j'ai pas pris la peine de remplir mes skills, j'ai juste mis MK, qui n'est évidemment pas une technologie, mais Mario Kart, comme certains ont pu le reconnaître. Et je vous présente également Guillaume Humbert, qui est lui développeur advocate chez Sphere, et qui est tout aussi feignant que moi et tout aussi développeur que moi, et qui a donc pris une autre citation sur Internet, et ceux qui la reconnaîtront verront de quoi on parle. Lui, ça a été un peu mieux, il a mis trois technologies qui lui tiennent à peu près à cœur, et là, par contre, où il est vraiment le plus performant, c'est HS, qui n'est également pas une technologie, mais bien Hearthstone pour les habitués. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Euh, Si vous reconnaissez les trois petits logos, le premier c'est pour Java. Beaucoup de gens, et je commence à en faire partie, disent que Java c'est le nouveau COBOL. Pour dans 20 ans, tous les nouveaux et les petits jeunes développeurs diront t'es sérieux, tu codes encore en Java, c'est super vieux ce truc. Mais on va quand même en parler aujourd'hui parce que ça reste quand même bien cool. Pour ceux qui ne sont pas en hibernation depuis plus de 5 ans, on va parler des conteneurs car ça fait vraiment partie de notre environnement et on ne peut plus passer à côté de ça maintenant. Et la GCP, c'est un des cloud providers qui est disponible et qui a été choisi par notre part pour justement intégrer cette partie conteneur et cette partie Java. Je vais donc passer la main à Guillaume qui va lui vous parler et commencer avec Java. Oui, effectivement, merci Renaud. Alors, on va commencer un petit peu notre discussion autour des conteneurs. Effectivement, les conteneurs, aujourd'hui, on en a partout, d'accord? Donc, c'est vrai qu'on en a au niveau du développement, on va en retrouver au niveau du déploiement, et en fait, il répond à une des questions, une des problématiques qu'on n'a pas réussi à répondre avec Java, qui est le build once, run everywhere, d'accord? Les conteneurs, où on n'a plus cette capacité, et ce sont surtout devenus les nouveaux exécutables qu'on va retrouver au niveau des clouds, d'accord, les nouveaux exécutables du cloud. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve maintenant partout. Et tiens, ça me fait penser à une chose. Je vais peut-être vous poser un peu la question. Qui d'entre vous utilise les conteneurs durant le développement en fait? Qui c'est qui utilise les conteneurs pour développer son application? Alors, vous pouvez parler dans le chat directement, vous pouvez parler ou alors directement m'écrire dans le chat, comme ça on voit un petit peu. Donc, qui c'est qui utilise des conteneurs pour la phase de développement? Ok, moi je vois qu'il y en a il y en a quelques-uns. Pas autant que je pensais, il y a comme quelques noms qui traînent. Et alors, pour ceux qui ont dit oui, est-ce que vous utilisez juste des conteneurs ou est-ce que vous essayez d'aller déjà un peu plus loin? Est-ce que vous avez un Kubernetes en local ou n'importe quel orchestrateur, hein, ça peut être aussi juste du Docker Compose, mais est-ce que vous faites juste des conteneurs à la route ou est-ce que déjà vous utilisez des orchestrateurs autour? Vous pouvez aussi répondre dans le chat, histoire qu'on voit un petit peu. Un peu de Docker Compose, ouais. Ok. Effectivement, là, le nombre baisse. Et effectivement, c'est un peu c'est un peu ce qu'on ressent un peu partout aujourd'hui autour de nous. Souvent, aujourd'hui, les conteneurs, on les utilise parce que c'est super intéressant, comme je vous l'ai dit, dans une approche, même dans une approche microservice, on a envie de mettre nos conteneurs, de conteneuriser nos applis, de pouvoir les laisser tourner. Pareil, si on utilise des DB, si vous avez une Mongo et que vous avez un Kafka et que, voilà, on aime bien mettre ça dans des conteneurs, c'est plus simple d'avoir les installations sur les machines. Donc, souvent, on les utilise dans ce cadre-là. Pour le développement, c'est un peu plus rare euh, pour certaines raisons qu'on va énumérer. Mais déjà, avant ça, euh, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas Docker pour le développement? C'est vrai qu'à la limite de développeur, Docker, ça reste quelque chose de facile. Je veux dire, on installe du moment qu'on arrive à installer Docker sur sa machine, hein, donc être administrateur et ainsi de suite. Même si bon, ceux qui sont un peu à jour savent qu'aujourd'hui c'est plus totalement nécessaire, mais ça reste quand même un des plus gros prérequis à l'utilisation de Docker.
Bon, souvent, ce que les développeurs, une fois qu'ils ont passé cette phase, font, ben, bon, on ouvre Google et puis voilà, comment est-ce qu'on peut dockeriser notre Spring Boot app, hein, la meilleure façon de faire, trouver ce qui va le mieux. On copie-colle notre Dockerfile et on a presque gagné. C'est vrai que dans l'idée, c'est pas forcément totalement faux et je veux dire, ça reste quelque chose d'assez complexe. On se rend compte que tout ce qui gravite autour de notre Dockerfile, eh ben, c'est pas simple et il y a beaucoup de choses à maîtriser. Donc souvent, ce qu'on se dit, on se fait un petit Docker, on est content, on est tranquille, ça marche. Et puis pour le reste, ben, les DevOps s'en occuperont, hein, c'est eux qui s'occupent de la prod après tout. Donc eux, ils choisiront la bonne image, le bon OS, ils mettront les patchs de sécurité là où il faut s'il en faut. Moi, je ne veux pas maîtriser cette couche-là. Donc voilà. Donc c'est souvent un peu l'approche qu'on a et c'est pas super faire. Mais en même temps, je peux comprendre l'approche. Parce que voilà, déjà ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est déjà réfléchir un petit peu. Ok, je fais mon build avec Docker, donc mon Dockerfile, il faudrait que je fasse un multi-stage pour pas emmener mes dépendances. Donc, il faut savoir que ça existe. Après, pareil, il y a une vraie course vers l'amélioration de la taille de l'image. Les images sont assez lourdes, les layers peuvent vite s'empiler, et donc on peut vite avoir quelques gigas de mémoire d'utiliser si on fait mal les choses. Choisir une bonne image de base, c'est pareil, la course à l'image la moins lourde n'est pas forcément la meilleure course à avoir. OK, Java, par exemple, si on va rester dans ce cadre-là, hein, on va se rester dans un cadre où on est tous des développeurs Java. Eh bien, Java peut utiliser des routines système, donc il peut aussi accéder à des couches plus basses. Donc c'est aussi le moment où il faut choisir la bonne image, entre la plus légère, celle qui est la plus sécurisée et qui va répondre à 100% de nos besoins. Il y a potentiellement d'autres choses à connaître, des Docker ignore. Il y a aussi comprendre le mécanisme qu'il peut y avoir au niveau du cache, parce que si on parle de multistage, on est en train de parler de layer, des différentes couches. Et bien, si on veut profiter du mécanisme de cache qu'offre Docker, très souvent, bah, il faut réordonner ces layers. Donc, quelque part, on a un vrai processus comme on aurait sur du développement, comme on aurait sur du code, autour de notre Dockerfile et pour l'améliorer sans cesse, pour qu'il réponde toujours aux besoins de notre application. Donc, c'est pas forcément quelque chose de simple. Et donc, voilà, c'est des vraies connaissances à avoir. Si maintenant je prends un jour de développement typique pour un développeur, alors derrière ce joli screen, hein, je suis juste passé de la belle boucle hein, qui donne les 4 grandes étapes du développement. Sauf que voilà, on est entre développeurs, donc je me suis dit, on va mettre des technos, c'est plus intéressant. Donc voilà, ben, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui comme new feature à faire? Je dois faire un joli endpoint qui va me permettre de faire un Hello. Je fais ça avec Spring Boot, hein, bien évidemment. Donc du coup, j'ai tout qui est prêt, j'écris mon petit code. À ce moment-là, j'ai déjà deux façons de faire différentes, deux paradigmes différents. Soit j'ai un environnement qui est complètement prêt pour pour builder cette application. Donc je peux faire mon Maven package pour créer mon appli. Ou alors, ben voilà, il y a 2 minutes, je travaillais sur un projet en Java 8, donc ma Maven Home et tout ça ne sont pas configurés comme il faut, ça prend du temps, je suis obligé de switcher souvent, donc ben je voudrais utiliser mieux, on va dire, la conteneurisation, enfin la séparation. Donc, je vais créer mon image. Donc là, je vais pouvoir faire mon petit Docker build qui va juste faire finalement mon Maven package. Puis ensuite, à un moment donné, on va vouloir lancer tout ça. Donc, j'ai mon java.jar. IntelliJ va faire tout ça pour vous, on est d'accord, mais on va rester un peu sur des choses à peu près cohérentes pour exécuter mon fadjar, ou alors, bah, sinon, j'ai mon Docker image run pour pouvoir runner directement mon image, enfin mon conteneur. Une petite boulette ici. Et à travers ça, après, on n'a plus qu'à faire notre petit curl pour tester que ça marche. Youpi. Donc, on va essayer de faire ça. Hein, on va se mettre dans la peau d'un développeur. On va essayer de faire ça ensemble. Donc, très simplement, ici, j'ai repris notre besoin initial. Donc, j'ai fait un projet et à l'intérieur, effectivement, j'ai juste un contrôleur qui va me servir à faire mon Hello. D'accord. Si je veux regarder un peu plus proche mon Dockerfile que j'ai écrit, je l'ai fait en stage, donc j'en ai fait juste 2. D'accord. J'ai fait quelque chose d'assez basique. Mon image de base que je prends, c'est celle où il y a Maven installé dessus. D'accord. Donc là, j'ai suivi stricto sensu la documentation que vous trouverez sur Internet, comment utiliser correctement Maven pour builder avec Docker. Derrière ça, ben, qu'est-ce que je fais? Je copie dans mon image, je vais copier mes sources de mon application. Alors c'est pareil, hein, on n'a pas besoin de faire ça comme des cochons, d'accord? On peut faire ça proprement. On est sur un OS Linux derrière, donc on peut mettre ça au bon endroit, pas forcément à la racine, d'accord? Donc /user, /src, /app, je mets mes sources à l'intérieur. Et je fais ça pareil pour mon pom.xml. Donc, on essaie toujours de conserver un peu cette existence, que ben, derrière, c'est un OS. Quoi. Je déplace mon workdir, j'exécute mon Maven package à l'intérieur. Maven clean install, on est d'accord, ça ne sert à rien. Hein, on peut rester sur cette couche-là. Et puis, dernière étape, je prépare ma dernière layer, ma dernière tranche de lasagne, la seule qui m'intéresse, là où je vais retrouver mon jar que je vais chercher ici. Et je le fais exécuter dans quoi? Dans ce que me dit la doc aujourd'hui. Donc, je prends un OpenJDK,
C'est une appli qui tourne sur Java 11. Je lui donne un petit nom propre. J'expose le port. Le seul moment où effectivement je déborde un petit peu sur le côté ops, hein, je dois exposer le port que je veux utiliser. Et puis mon entry point, bah, c'est juste mon java.jar, comme avait fait l'autre. Donc, si j'exécute ça maintenant dans une command line, ici, ce que j'aurais juste besoin de faire, bah, ce serait juste de faire, je vais en faire juste avant en plus. Voilà, ce sera juste de builder mon image. Donc, je vais le laisser faire. Ce qui va se passer là, en fait, c'est que j'ai un tout petit peu trixé la chose. Je l'ai déjà buildé au préalable. Donc, ici, ça va aller beaucoup plus vite que prévu. Donc, voilà, là, il va directement copier et mon build est terminé. D'accord? Toutes les layers étaient prêtes. Ça va très bien. Donc, jusque-là, je suis en train de vous montrer que c'est finalement une bonne idée. Je vais pouvoir le run maintenant et exécuter le code qu'il y a dedans. Donc là, c'est de nouveau pareil. Je vous ai montré avant, ce sera juste un Docker run. Hop, le voilà. Je le run. Il faut bien penser dans mon Docker run à binder le port externe pour que je puisse l'appeler ensuite. Et puis, je lui donne l'image que je veux lancer. Et là, en fait, c'est déjà, on n'est pas très loin de finalement celui qui exécute en ligne de commande. Vous allez voir, je vais directement avoir mon Spring Boot qui démarre ici à l'intérieur de mon conteneur, mais directement ici dans mon terminal. Donc, je pense que là, vous connaissez tous le système. De ce côté-là, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Et le petit test qui va derrière, allez, on peut l'exécuter, on peut faire directement notre cœur derrière. Hop, voilà, tac, il est là. Et voilà. Et puis j'ai mon welcome ici qui s'affiche. Donc ok, donc là, rien de rocket science. Maintenant, ben, comme tout développeur, ben, j'ai fait une boulette qu'il faut que je corrige. Je vais juste changer, imaginons ici le welcome. Alors je vais mettre un petit hello. Et c'est on va mettre un truc un peu plus, hop, voilà. Et puis, ce que je vais faire ici, c'est que, tac, je vais couper, et puis ben, on va reprendre le même flux qu'on a mis avant. Du coup, j'ai juste besoin de builder mon image, et puis je pourrais réexécuter mon code derrière. Sauf que, c'est là où ça se complique. C'est là où ça se complique un poil. Alors, vous allez voir ça, si ma machine veut bien. On va le laisser juste finir la préparation. La détection des layers. Et là, on est en train de voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Là, du coup, dans le projet, c'est qu'il vient de faire cette petite ligne, je ne sais pas si vous la voyez ici, où il a marqué removing d'une layer ici. C'est qu'en fait, il s'est rendu compte que le code que je lui donne n'est pas à changer. D'accord? Donc, c'est-à-dire que toute la couche qu'il avait avant, toute cette layer qui lui a servi à faire le build, eh ben, elle est invalide. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bah, il faut que je reconstruise cette couche. Il fonctionne vraiment d'une façon complètement séquentielle. Et donc, si je reprends rapidement ici mon Dockerfile, et bien rapidement, la ligne qui est en train d'exécuter, c'est celle-là, Maven Run, pour run le package. Mes sources ont changé ici, ça veut dire qu'il va invalider toutes les couches. Donc, il va devoir tout refaire. Il va retélécharger les dépendances, il va exécuter mon build et après seulement faire mon image. Donc là, déjà, on voit bien que là, il y a un problème. On est en train de perdre du temps. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc en plus là, hein, bah, vous savez, hein, Spring, tout ça, donc là il y a 30 millions de dépendances à peu près, hein, donc là on est parti pour la gloire. Et ça, juste pour un petit Hello World, pour un petit bout de code qui a changé. Donc là on sent que utiliser Docker pour du développement, mais rapidement il y a un problème, quoi. On va pas perdre ce temps-là à chaque fois, on va pas faire perdre des millions à notre boîte, c'est pas l'intérêt. Surtout qu'on le sait tous, hein, quand on a une feature à développer, la feature, elle reste identique sur le temps, d'accord? Et si on manque juste de temps, et si on manque du temps, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va renier les tests autour. Donc c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qu'on n'a pas envie de faire, d'accord? Qu'on aimerait qu'on aimerait bypasser. Bon, alors là, c'est très très long, je vais le laisser terminer. Et puis, on regardera ça après. Et pareil, si vous devez pousser cette image maintenant sur un repository, eh bien, vous allez pousser une image beaucoup plus lourde, parce que vous allez pousser effectivement derrière ça les dépendances modifiées aussi. Forcément, ça a été refait. Donc, c'est pas du tout ce qu'on aimerait. Donc, si on reprend les problèmes, voilà, on a juste notre code qui change, mais on doit tout rebuilder. Les dépendances de notre app, bah, ça représente la majeure partie de la taille de l'appli, d'accord? Sauf qu'on les a pas touchées. Donc, on n'a pas tellement envie de chaque fois avoir besoin de redéployer cette partie-là. Docker s'exécute de façon séquentielle, ça c'est comme ça. Je veux dire, on ne peut pas changer le fonctionnement de ça. On pourrait utiliser un autre orchestrateur, un autre
outil de containerisation. Mais voilà, Docker, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et en plus de ça, on peut trickser un petit peu, mais si vous voulez, si on veut vraiment utiliser la phase de Docker build avec le Dockerfile, on ne pourra pas à l'intérieur binder de volume ou donner en fait accès à un espace ou alors le faire un checkout de notre repo Git de façon vraiment secure. C'est quasiment impossible. On peut trickser un petit peu, ceux qui connaissent ou ceux qui ont déjà essayé, on peut essayer avec Docker Run, durant la phase de run, de lui monter un volume ou dans les calibrer les dépendances. Enfin, il existe des choses sales sur Internet. Si vous avez essayé, vous verrez que c'est pas la panacée non plus. Docker a besoin des droits root pour accéder et il va y mettre, dans les fichiers qu'il va manipuler, on va retrouver des traces de Docker. Donc c'est pas non plus ce qu'on a envie. On aimerait avoir quelque chose qui est quand même propre et qui fonctionne bien. Et une dernière étape, mais ça c'est inhérent, le build à travers Docker est forcément plus lent qu'un build en local. Je pense que là je vous apprends rien. On a une couche en plus, un OS en plus, forcément c'est plus lent. Donc voilà, là on a la problématique qui est posée. Donc maintenant, réfléchissons un peu, qu'est-ce qu'on aurait besoin? Quel est vraiment là le besoin qui est en train de se faire ressentir pour nous, développeurs Java? Quelque part, c'est de changer un peu de paradigme. C'est de ne plus avoir un compilateur qui compile notre code Java, mais un compilateur qui fait des conteneurs, en réalité. C'est ça qu'on aimerait. On aimerait pouvoir recompiler et à la fin, boum, avoir notre conteneur qui est prêt. Si je retraduis ça sur des mots maintenant qui sont un peu plus, parlants pour nous tous, d'accord? On utilise dans mon cas Maven. Dans ce cas-là, on aurait pu mettre Gradle, il n'y a pas de souci. Mais j'ai mon code, j'ai mon outil de build qui est Maven, qui est l'intermédiaire, et puis à la fin, j'ai un exécutable. J'ai mon Fadjar. Donc, j'ai déjà tout en place. Donc, est-ce que je ne pourrais pas facilement refaire le même travail de l'autre côté, c'est-à-dire partir de Java et aller sur un conteneur? D'accord? Donc, l'idée là derrière aussi, pour les puristes, quelque part, notre paradigme dans Java, le build once, run everywhere, on sait que c'est un peu érodé, que ça ne marche pas vraiment, que ça n'existe pas vraiment. Là, finalement, les conteneurs, on sait que c'est déjà plus le cas. Donc, déjà, là, on est en train de répondre un peu plus à ce qu'on a besoin. On part de Java et à la fin, on a un conteneur qui s'exécute partout. Donc voilà, ça ce serait l'idée. Eh bien, on a pensé au problème, on n'est pas les seuls, bien sûr, et Google a planché sur un projet qui s'appelle Jib. Donc c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui, du moins pour une partie. L'idée, c'est effectivement un système qui permettra de conteneuriser nos apps. Alors, Jib vient du mot, Jib vient de Java Image Builder, d'accord? C'est développé par Google, et ça essaie de répondre à la problématique en 5 grands points. Donc déjà, c'est pure Java, c'est développé complètement en Java, en COBOL des temps modernes, j'ai cru comprendre. Voilà, donc pour cette partie-là. Et puis, il existe des plugins, donc on peut insérer directement dans nos lifecycles, que ça soit aussi au niveau du CI/CD, que ça soit nous en tant que développeurs, d'accord? Parce que Jib, ça ne s'arrête pas forcément qu'au développement. Donc, les plugins existent. Et les 3 grands axes qui vont essayer d'être répondus par Jib sont les suivants, c'est la rapidité, être daemonless et reproductible. Alors, qu'est-ce que c'est ces 3 grandes phases? Si je reprends la partie fast, la partie rapide, ça va être dû à un découpage des layers. On a compris que le découpage actuel de Docker n'est pas bon. Il ne marche pas correctement pour ce que nous, on a besoin de faire. Donc, l'idée ici de Jib, c'est de découper les phases de découper les layers, notre travail en plusieurs layers. Et leur idée, c'est de se dire, chacune de nos layers, ça va être un tarball, donc en gros une archive, qui va contenir uniquement ce que fait cette layer. Et typiquement, si ça n'a pas bougé, on ne recompile pas la layer, on la réutilise, en fait, tout simplement. L'idée, c'est aussi de splitter les dépendances et les sortir de notre code. On sait que c'est ce qui bouge le moins en réalité, c'est ce qu'on change le moins souvent. Et l'idée à la fin, c'est bien sûr de n'avoir un rebuild que de la couche code. Pour le côté reproductible, l'idée derrière, c'est de réutiliser les layers inchangés. Maintenant qu'on a découpé ça en plus de couches, l'idée, c'est qu'on puisse les réutiliser plus facilement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le côté super intéressant. On ne recompile pas et on ne fait pas d'update si ce n'est pas nécessaire. Donc ça, c'est vraiment fort. Et le dernier point qui a longtemps été le point principal qui a été mis en avant, et aujourd'hui, avec ce qui se passe autour de l'univers Docker, ça a de plus en plus de sens, c'est le côté daemonless. D'accord? Donc le côté daemonless, c'est qu'en fait, Jib n'a aucune dépendance avec Docker. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai Docker installé sur ma machine pour la démo, mais si vous aviez envie de builder un conteneur et de le pousser sur une registry, vous n'avez pas besoin d'avoir Docker installé sur votre machine. Donc ça change quand même pas mal de choses, parce que Docker n'est pas le seul aujourd'hui pour exécuter des conteneurs, d'accord? On pourrait utiliser un Podman ou autre. Aujourd'hui, c'est un point qui est intéressant. Alors, comment est-ce qu'il fait ça? C'est juste qu'en fait, il existe aujourd'hui une certaine nomenclature, d'accord, pour les conteneurs qu'on appelle OSCI. Et aujourd'hui, le plugin, lui, construit des images qui respectent les normes OSCI.
Donc, ça veut dire que vous pouvez les réutiliser et il n'y a aucun problème. Voilà. Et pareil, il n'y a pas besoin de Dockerfile. Donc, on enlève ça aussi des développeurs. Ils n'ont plus besoin de trouver la meilleure image best of the top du moment, d'accord. C'est directement Jib qui va s'en occuper. Donc voilà un petit peu pour la big picture. Donc un petit slide rapide hein, pour la config, juste pour dire que c'est easy, vraiment au plus simple. Donc on a juste un plugin à installer. Je vous l'ai quand même mis, c'est intéressant parce que dans la partie config que vous voyez là, en fait, dans ce bloc-là, il a énormément évolué dans les temps depuis que Jib a été annoncé. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont mis énormément de points de configuration parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, il suffit pas que de faire de la belle magie comme je vais vous montrer après ou comme on va vous montrer tout le long de la conf. Il faut aussi pouvoir être plus précis dans ce qu'on veut faire. D'accord. Il y a encore beaucoup de gens qui utilisent des JVM de chez IBM. D'accord. Donc il faut pouvoir spécifier l'image de base, il faut pouvoir spécifier tous ces trucs qu'on a besoin pour que nos images fonctionnent. Bien sûr, dans les grandes idées, on va pouvoir donner un nom à nos images et les taguer correctement. Donc ça, c'est un peu pour les grands, pour les grands points par rapport à ça. Le build tout simple, Maven Jib build, d'accord? C'est juste quelque chose que vous pouvez binder dans votre lifecycle au niveau Maven ou au niveau Gradle. Et Gradle, je ne vais pas parler en haut de Gradle pour la config, hein, mais Gradle, c'est une simple ligne dans le fichier de build, hein, c'est super simple. Alors, j'ai fait une petite slide ici juste pour vous montrer ce que fait Jib. Alors, bon, je vois que d'après les réponses qu'on a eues, pas mal de gens connaissent Docker ou ont déjà fait des Dockerfiles. Là, ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai repris ça assez rapidement, si vous voulez, c'est ce que dans la doc, il vous explique pour faire un peu le lien entre ce qui se passe dans Jib et ce que vous auriez pu faire si vous en avez eu la capacité dans un Dockerfile. D'accord? Donc, ne le refaites pas chez vous, ça ne marchera pas, hein, cette chose-là. Ça voudrait dire que vous avez tout buildé à côté, donc c'est pas forcément super intéressant, mais quand même, ça montre un peu l'idée. On part d'une image de base. Alors, je ne vais pas m'apesantir plus là-dessus. On part des images de type distroless. Donc, les images distroless, c'est des images qui sont aussi maintenues par Google, d'accord, qui sont des images les plus légères qui soient. D'accord. Donc, l'idée, c'est qu'ils les ont vraiment pimpées au maximum et ils ont retiré tout ce qui était superflu à l'intérieur, de l'exécuteur bash jusqu'aux commandes inutiles et ainsi de suite. Donc, ils ont vraiment allégé au maximum les images. Donc ça, c'est un côté très intéressant, mais vous pouviez déjà les utiliser à travers un Dockerfile si vous vouliez avant. D'accord. Donc ça, c'est un peu annexe. Qu'est-ce qu'il fait derrière? Eh bien, en fait, il va juste. C'est comme si vous aviez copié de layers précédentes, en fait, les différentes ressources. Donc, les dépendances du jar, les snapshots qui sont nécessaires, les ressources statiques de votre API qui, en général, ne bougent pas des masses non plus, et puis les class files à la fin. Et une fois qu'on a tout ça, on copie tout ça et puis on peut exécuter directement votre API avec Java, tout simplement. Donc voilà un peu la promesse qui est derrière. Alors on va regarder un petit peu comment ça marche et on va essayer de comparer un peu tout ça. Alors pour faire simple ici, tac tac, je vais enlever ça, ça ne sert plus à rien. J'ai refait alors Renaud nous a fait le même projet qui effectivement va être Jeep compliant. Alors je vais juste récupérer, hop, on peut aller chercher par le nom, ça aurait été 3 fois plus rapide. Donc, la même app, toute simple, hein, d'accord, avec un petit welcome à l'intérieur, tout ce qui est plus simple. Et comme vous voyez, dans mon projet-là, je n'ai pas de Dockerfile. D'accord. Donc, jusque-là, je ne vous ai pas menti. J'ai mon pom.xml ici. Alors, est-ce que c'est assez grand? Je vais grandir un petit peu peut-être. Hein, voilà. Donc ici, c'est très simple. J'ai juste mis mon plugin Jib à l'intérieur. Et puis, j'ai juste bindé ça sur l'exécution de mon Maven package. D'accord. Comme ça, quand je ferai Maven package, hop, automatiquement, elle exécute Jib. C'est même pas peur, vous allez voir, ça va tellement vite que même durant une phase de package, vous pouvez largement le faire, il n'y a pas de souci. Sachant que quand je vais exécuter ça, Jib va pousser forcément l'image dans un repo en plus. Donc là, je vais mettre sur Docker Hub. Vous allez voir que ça pose pas de problème, même si je repasse à travers le cloud, ça pose vraiment pas de souci. D'accord. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une compile déjà pour voir un petit peu. Alors je vais peut-être changer mon hello ici. On va mettre un petit salut. Et puis, allez, à travers IntelliJ pour changer un petit peu, histoire qu'on soit pluriconsole, plurisoutil, que tout le monde ait vu un peu. Donc là, je l'ai bindé durant mon cycle de package. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir un build totalement classique. Et à l'intérieur, on va voir les quelques étapes que Jib va prendre. Alors, c'est très lent sur ma machine.
Pendant que le build tourne, je vais peut-être en profiter pour vous montrer rapidement. Peut-être parce que Docker est en train de télécharger les dépendances. Ah, ça ne devrait plus être le cas depuis un moment, non? Ouais, non, mais ouais. Mon Mac a un peu mal à la tête, là, il faudrait que je fasse quelque chose. Et le fait que je stream en plus l'écran, là, il aime mais alors pas du tout, quoi. Bon, alors rapidement, ce que je peux déjà vous montrer pendant que le build s'exécute, excusez-moi pour le temps, c'est ce qui va se passer. Donc, quand il va builder, comme je vous ai dit, il va découper votre code en layers, d'accord? C'est la partie intéressante de ce qui se passe. Donc, ici, si vous ouvrez votre target, que vous regardez un petit peu, vous allez avoir un nouveau folder qui est apparu ici, qui est Jeep Cache, d'accord? Et si vous regardez à l'intérieur, vous allez retrouver, où est-ce que vous avez du build? Vous allez retrouver ici dans les layers, les différentes layers que je vous parlais avant. Donc les tarballs, donc ces fichiers TAR qui contiennent en fait les changements qui ont eu lieu. Donc c'est ici que vous allez tous les retrouver et c'est toutes ces layers qui vont en fait représenter votre application. Donc là on voit, ben là on est sur la fin. Donc là on voit qu'ici ce qui se passe ici c'est qu'il va récupérer les différentes layers et il va builder ce qu'il a besoin de builder, d'accord? Et puis juste derrière, il recrée mon endpoint et puis le build est successful, d'accord? Donc là, c'était super lent, je suis assez désolé là, mais en réalité, ça met le même temps qu'un build classique. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va aller regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les deux images Docker, histoire de comprendre un petit peu la différence entre les deux, d'accord? Pour ça, il y a un petit tool qui est assez sympa. Je ne sais pas si certains le connaissent, ça s'appelle Dive. C'est aussi un outil open source qui est plutôt intéressant. Moi, je devrais avoir un Dive avec. Tu l'as déjà passé. Ouais, non, mais c'était l'autre. Alors attendez, c'est pas grave. Dive, et puis on va diver juste. Diver, c'est bien ça comme mot. On va prendre le without pour commencer. Hop, hop, hop. Donc, on va regarder une image de base qui a été construite déjà par notre Dockerfile. Comme ça, si vous n'êtes pas habitué à l'outil, au moins, je pourrais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et allez, mon gars. On va faire de même ici. Et puis ici, on va prendre celle qui est avec Jib. Et ben, ok. Donc voilà l'outil à quoi il ressemble. C'est plutôt intéressant. Donc là, sur le côté ici, là sur quoi je circule, c'est les différentes layers en fait, dont je vous ai parlé avant. Ça va nous permettre de voir comment quel layer a fait quoi dans notre image. Et puis sur ce côté-ci, là où il y a marqué le current layer content, ben, on va voir un petit peu de façon colorisée ce qui s'est passé. Donc ici, si on regarde un petit peu, toutes les couches que vous voyez là, c'est la construction en fait de votre image, d'accord? Donc vous allez avoir la base qu'on a récupéré, l'image de base, et puis après à l'intérieur vous avez différentes choses qui ont lieu. Donc il y a des installations, des apt-get qui ont lieu. Ici, normalement, cette couche-là, c'est celle qui va permettre d'installer Maven, d'accord, et toutes ses dépendances à l'intérieur, d'accord. Et puis à la fin, on va voir la dernière couche. Alors si je viens ici et que je m'enlève un peu tout ce qu'on n'a pas envie de voir là. Hop. Voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est que la dernière couche ici de 18 mégas, en fait, c'est notre app.jar. D'accord? Donc, la dernière couche que lui va organiser, c'est la couche avec le jar à l'intérieur qui est fait. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de jar, ça veut dire que toutes les dépendances, c'est tout à l'intérieur. Donc, c'est celle-là qui nous a coûté une recompilation et qui nous a coûté un retéléchargement des dépendances avant quand on a fait le test. D'accord? Si maintenant on regarde un petit peu, donc là, au niveau du poids de l'image totale, pardon, on a 291 mégas, on va être quelque chose aux alentours de 114 mégas, un truc comme ça, la couche finale d'exécution. Là, c'est toutes les layers ensemble. C'est les premières layers, on n'en a plus besoin, la couche Maven, on n'en a plus besoin, et ainsi de suite. Si on regarde maintenant le dive de notre image générique par Jib, elle est un poil différente. Alors, en fait, je vais faire directement pareil, je vais tout de suite mettre ça en petit pour pas être pollué. Et en fait, si on regarde un petit peu ce qu'il fait, c'est assez intéressant. Ça veut dire que dans la première couche, c'est notre image de base, qui est sensiblement quand même plutôt légère. Et après, on a notre distroless, pardon. Et à partir de là, en fait, on a l'exécution de Bazel. Donc Bazel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un autre tool de Google. En fait, il est dans la même lignée. Je vais faire une big picture, mais il est dans la même lignée que les Maven et Gradle. D'accord, c'est un outil de build. La seule différence de Bazel, c'est que lui, il est capable de builder quasiment tout. D'accord, tout type de langage, il n'est pas attaché à une plateforme, il n'est pas attaché à Java, il n'est pas attaché. Voilà, il peut builder quasiment tout. Il est écrit en C et c'est un outil qui est plutôt puissant et Google l'utilise à différents niveaux dans la construction. Donc,
Ici, effectivement, on va utiliser Bazel pour construire ici nos différents layers. Donc, le premier ici, donc là, c'est les dépendances qu'on va avoir besoin pour Bazel. On en a encore ici et encore là, d'accord? Donc là, c'est juste la mise en place des dépendances. Et puis ici, on arrive enfin dans le plugin Maven. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Comme je vous avais dit, il répond à la problématique qu'on avait. Première couche, il va nous rajouter les dépendances, d'accord? Donc comparé à notre jar d'avant, ici, les dépendances sont dans une couche spécifique. Si la couche n'est pas utilisée, enfin, si elle n'a pas changé, la couche, on la refera pas. Derrière ça, vous avez les ressources qui font un petit byte là où effectivement j'ai quasiment rien à l'intérieur. Hein. Donc voilà. Et puis finalement notre code, notre application à l'intérieur qui est déployée ici. Ce qui est super intéressant à ce niveau-là de la présentation, c'est de se dire que quand vous allez faire un push direction votre registry, vous n'allez push que les layers qui sont nouvelles, d'accord? Donc, c'est-à-dire que ici, ben, si vous recompilez votre code, si j'ai 2,1 kilobytes de code, eh bien, vous ne renverrez dans votre registry que ces 2,1 kilobytes. C'est pour ça que je vous disais que vous pouvez binder ça à votre cycle de développement. Il n'y a pas de problème parce qu'en réalité, les changements que vous ferez ou le code que vous avez est quand même, semble souvent assez léger. Donc, vous n'aurez pas de souci pour faire ce genre de choses, d'accord? On n'est pas en train de parler 280 ou 200 mégas. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là, bon, évitez de le mettre sur le cycle de package, mais voilà, vous pouvez le faire quand même. Là ou de l'autre côté, si on regarde ici, on a le même combat hein, avec l'image qu'on a buildée avec Docker, sauf que l'image ici fait 18 mégas, parce qu'en réalité, j'ai toutes mes dépendances. Donc, je suis en train perpétuellement de re-uploader ces dépendances. Donc, voilà, c'est aussi une des problématiques qu'on a à ce niveau-là. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir ça. C'est-à-dire que là, finalement, on voit que Jib répond quand même à la problématique qu'on s'est posée jusque-là. C'est comment est-ce qu'on peut ne pas perdre de temps et travailler avec nos images, nos conteneurs Docker, comme si on travaillait en local. D'accord? Donc là, finalement, on remplit ce deal. Rapidement, juste sur les layers, je me suis un peu appesanti avant, mais c'est super important. C'est une partie qui est même très importante dans le travail dans l'utilisation de Jib. Si vous avez un build aujourd'hui qui est divisé en 4 grandes parts, d'accord, ce qui va se passer, même avec le Dockerfile, seulement la dernière couche, la couche qui a été modifiée, sera envoyée, d'accord. La seule différence avec Jib, c'est que cette couche-là va être minimaliste. Ça va être uniquement ce que vous avez changé. Vous changez un fichier de config, vous augmentez un niveau de log, whatever, quelque chose dans ce genre-là, il n'enverra que les fichiers de ressources. Il n'enverra pas votre code et il n'enverra sûrement pas vos dépendances. Donc ça, c'est vraiment le côté intéressant. Ces couches-là, elles restent. Donc pour la partie reproductibilité, on est vraiment bien. On ne reconstruit pas si ce n'est pas nécessaire. Et niveau vitesse, on est bien aussi. Pour terminer sur la vitesse, parce que c'est une des choses aujourd'hui qui est important sur ce genre de projet. Alors là, c'est Google qui nous fournit les benchmarks, d'accord? Mais bon, je peux vous assurer que ça se ressent quand même, bien. Je pense avec l'exemple que je vous ai donné, c'est déjà visible. Mais je veux dire, là, c'est les chiffres qu'ils annoncent. Donc effectivement, sur le premier build, on ne gagne rien, on ne perd rien non plus. C'est assez simple à comprendre. Hein. Le build se passe de la même façon. Il est au moins aussi lent sur une image dans un Dockerfile qu'il sera avec Jib. D'accord. La seule petite différence, c'est juste qu'il ne génère pas le jar. Il fait pas le fat jar à ce moment-là. C'est la seule différence qu'il y a à ce niveau-là. Là où on voit qu'il y a une vraie différence, c'est au moment où on va faire un rebuild avec des changements au niveau de nos classes. Parce que là, forcément, on n'emmène pas nos dépendances, on ne rebuild que le code et on ne transfère que le code. Donc là, le gain, il est quand même énorme. Et si vous vous demandez, OK, c'est bien beau tout ça, c'est fancy, c'est bien pour les projets microservices et tout ça. Non, ça a encore plus d'intérêt quand le projet est gros. D'accord. Quand vous avez plus de 120 mégas, par exemple, de source code. Ça devient encore plus intéressant parce que là, pour le coup, quand on regarde un petit peu ce que ça donne au niveau des builds, ben, on voit bien qu'on gagne bien plus de temps sur ces choses-là. Pour toujours la même raison, on renvoie que ce qui a changé. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment important de bien comprendre et ça, c'est ce qui va nous faire répondre à nos différentes problématiques et j'espère vous faire utiliser Jib dans vos étapes de développement. Donc là, maintenant, il n'y a plus de raison de builder vos images avec autre chose et de garder vos Dockerfiles dans la phase de développement. Alors voilà, moi j'ai fini avec la partie sur Jib et je propose de laisser notre expert des nuages nous montrer ce que ça donne dans le cloud et comment est-ce qu'on fait pour aller encore un peu plus loin. J'irai pas jusqu'à expert, mais oui, je vais vous montrer un petit peu comment on peut utiliser des conteneurs qui ont été faits par Jib directement dans la GCP et comment automatiser un petit peu tout ça même. Je te laisse le cast. Oui, il faut juste que tu... Hop. Bim.
disparu. Je fais ça. Normalement, si je ne me suis pas trop trompé, on est à peu près à la même diapo. Ça a l'air d'être bon. Du coup, on va parler de la GCP. Premièrement, pourquoi la GCP? Premièrement, pour vous rappeler que Sphère a été élu partenaire de l'année au niveau formation pour l'année 2019. Et deuxièmement, comme vous venez de le remarquer, parce que je suis un gros faillot. Mais en vrai, mon choix personnel de la GCP n'est absolument pas technique. J'ai essayé Amazon, j'ai rien compris à leurs produits. Du coup, j'ai abandonné. J'ai essayé Azure et j'ai trouvé leur UI vraiment moche et pas utilisable à mon goût. Donc, je suis parti sur la GCP parce que je trouvais que le point and click était très sympa. Donc, vous vous rendez compte que c'est un choix qui n'est pas du tout correct parce que je me suis basé sur rien de technique pour faire ce choix. Par rapport à la petite config que vous a montré tout à l'heure Guillaume, je mets juste un petit changement en plus pour pouvoir utiliser nos conteneurs dans la GCP. Au lieu de pousser nos conteneurs générés par Jib dans Docker Hub, on peut lui spécifier qu'on veut la pousser dans la Google Registry. Donc là, en spécifiant ici GCR.io, le groupe ID, ça sera le nom de notre projet dans la GCP. Il va pousser notre conteneur directement dans la registry de Google et puis dans Docker Hub. Et à partir de ce moment-là, on pourra l'utiliser dans tous nos projets GCP. Comme on a parlé au tout début, Guillaume, je pense que si vous connaissez un peu Docker et que vous faites un peu de conteneur, vous connaissez également Kubernetes. Donc là, c'est quelques implémentations qui existent. Donc il y a Rancher, OpenShift, Pivotal. Il y en a des dizaines et des dizaines d'autres. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ils peuvent autant être utilisés en local que sur le cloud. Et pour les trois que je vous ai cités avant, ils ont tous leur Kubernetes managé dans leur cloud. Donc pour Google, c'est GKS, pour Azure, c'est AKS, et pour Amazon, c'est EKS. Et nous, on va aller pour l'instant sur seulement la partie GKE. Donc là, j'ai pas été très loin, j'ai été directement sur le site de Google Cloud et j'ai copié-collé la description. Donc c'est en gros un Kubernetes qui est managé pour vous, qui est maintenu pour vous, et qui, voilà, vous n'avez pas besoin de l'installer, vous n'avez pas besoin de le maintenir, vous n'avez pas besoin de vérifier si tout est à jour, s'il y a des failles de sécurité qui sont encore là. Google le fait pour vous. La petite subtilité qu'il y a derrière, c'est que ils utilisent leur propre OS conteneur qu'ils ont eux-mêmes customisé pour faire tourner vos conteneurs, et c'est pas les OS Ubuntu qu'on peut trouver généralement sur les implémentations de Kubernetes. Donc maintenant, je vais passer directement à qu'est-ce qui se passe quand je suis sur la console de Kubernetes. Donc, si tout s'est bien passé, vous êtes arrivé sur ma console. Et si ça s'est mal passé, vous me le dites. Ça s'est mal passé. Oh, ça s'est mal passé. Je le refais, j'arrête le cast et je le refais directement. Hop. Hop. Normalement, c'est un peu mieux. Donc là, je suis arrivé sur le dashboard et je vais aller directement dans la partie Kubernetes. Donc, on va Kubernetes Engine, cluster. Je vais vous passer la partie de création d'un cluster. Je peux juste vous montrer la console. C'est assez rapide. On va mettre le nom, la zone et on va faire créer. Donc, je pense que c'est assez rapide en termes de configuration. C'est juste que la création prend un tout petit peu de temps. Donc, moi, j'en ai déjà un. Je crois que zoomer un Moi, poil. j'en ai déjà un qui existe. Pardon? Je pourrais peut-être juste zoomer un petit peu, c'est un poil petit. Je ne sais pas si je peux zoomer. Je pense que ton écran gigantesque fait que… Du coup, je vais regarder. Hop, zoom. Je ne peux pas zoomer, c'est très bien. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, ce que je veux, c'est déployer mon conteneur. Donc, je vais sur charge de travail, très belle traduction de Google, et je clique sur déployer. Donc, pour l'instant, j'ai rien fait de bien compliqué. J'appuie sur sélectionner. Je vois que dans mon projet, j'ai déjà un conteneur. Donc, je vais prendre le dernier que j'ai fait hier. Vous avez vu que j'ai travaillé assez tard, hein, il y a 14 heures, ça fait il n'y a pas longtemps.
Et je fais rien de supplémentaire. Je dis, OK, bah, je vais le déployer. Continuer. Je vais lui donner un petit nom. Je vais l'appeler JIP-Demo. Et moi, j'ai rien d'autre à faire. Je pense qu'on est. Et je vais faire déployer. Et à partir de ce moment-là, bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer notre configuration Cube pour nous. Il va le déployer sur le cluster qui était précédemment fait et vérifier que mes conteneurs sont dans un état correct. Et une fois qu'il a fini, si je retourne ici, hop, le temps que ça charge, il va me dire, OK, tout s'est bien passé. Comme je suis un grand garçon et que je veux que tout marche bien, je t'ai fait un réplica set de 3 fois répliquer mon conteneur et tout tourne. Si je veux voir ce qu'il a vraiment fait derrière, j'ai toute la configuration de mon déploiement qui est disponible. Donc, pour ceux qui ont déjà fait un peu du cube, ceci n'est pas inconnu pour vous. Donc là, on voit bien que de base, il a mis un réplica à 3. Et là, lui, il est gentil, il me dit, et Coco, tu m'as mis des conteneurs, mais pour l'instant, ils ne servent à rien. Est-ce que tu veux les exposer à l'extérieur? Donc, je vais faire, oui, bien évidemment, je vais les exposer à l'extérieur. Donc, moi, je vais les binder sur mon port 8080 en TCP. Et ben, j'ai fini. Donc, je vais faire exposer. Donc là, c'est la même chose. Il va créer un service cube. Donc, il va créer la config et il va la déployer sur notre instance de notre cluster. Donc, ça prend un petit peu de temps. Ce qui prend du temps, c'est de générer une adresse IP externe sur le load balancer de la GCP. Mais quand ça va arriver, on va voir qu'ici, il est en train de le créer. Et une fois que ça sera disponible, j'aurai directement ma route qui sera dispo. Hop. Donc, vous voyez que pour l'instant, bah, c'est assez facile et assez simple de déployer sur le cloud, dans un Kubernetes, mon conteneur. La seule chose que j'ai dû faire avant, c'est que mon conteneur soit dans la registrie de Google. Et une fois qu'il y était, tout était dispo. Donc là, il a fini. Donc on est bien, il nous dit, OK, j'expose les 3 pods précédents, il est de type load balancer de la GCP, et voilà la terminaison externe. Et si je clique dessus, voilà, mon conteneur est déployé. Je ne sais plus la route, c'est Hello, je crois. Et je vais faire Sphere. Et normalement, voilà, ça exécute vraiment ce qu'on voulait demander. Donc, c'est plutôt pas mal. Si j'avais aucune connaissance Kubernetes, j'aurais pas eu besoin d'en avoir pour le déployer. Mais là, vous vous dites, OK, c'est bien sympa, mais je vais pas non plus faire un clic à chaque fois. Donc, on peut, bien évidemment, automatiser toute cette partie. Donc là, je vous montre, si c'est assez gros, la config de Cloud Build. Alors, Cloud Build, c'est un peu comme un Jenkins ou quoi que ce soit. C'est un fichier YAML. Vous lui mettez les étapes qu'il doit exécuter et il le fait pour vous. Donc, toute cette partie, alors ça, c'est un petit trick pour que Jib fonctionne correctement dans Cloud Build. Ici, on lui dit, OK, tu me prends une couche Maven, tu m'exécutes depuis le Maven plugin la commande build, et l'image doit s'appeler comme ça. Donc, ça sera mon project ID, c'est celui de la GCP, et l'image name, c'est celle que j'ai mis au début. Une fois que tu as fait ça, une fois que cette étape est finie, bah, ce que tu vas faire, Google a une image qui s'appelle GKE Deploy qui permet de faire des commandes directement sur leur cluster Kubernetes. Donc là, je dis Run et donc l'app va s'appeler toujours mon image name. L'image que je vais prendre, ça va être celle-ci. Je vais l'exposer sur le port 8080 et mêler sur les clusters que j'ai créés précédemment qui sont ici. Donc, ce qu'il va faire, c'est que là, vous voyez bien que je ne mets pas de config. C'est comme si j'avais fait des petits clics-clics comme tout à l'heure. Donc, il va lui directement créer le fichier de config comme si je l'avais fait par la console et déployer mon image sur le cluster. Donc, si on va sur Cloud Build, donc la partie Cloud Build, on voit que j'ai créé des déclencheurs directement sur mon GitHub. Donc, j'ai dû connecter la GCP à GitHub, mais c'est assez simple. Et j'ai créé des déclencheurs qui disent, OK, dès qu'il y a un déploiement sur le master, exécute le fichier que je vous ai montré précédemment. Donc, je vais faire exécuter le déclencheur. Et là, normalement, il va se lancer. Si on regarde dans l'historique, il est en cours et il va faire toutes les étapes que je vous ai montrées tout à l'heure.
Donc, normalement, il va redéployer mon application sur GKE. GKE, il faut savoir que derrière, bon, c'est des grosses machines, ça peut coûter un peu cher. Et là, vous avez vu, je ne l'utilisais pas. Il y avait 3 instances qui tournaient. J'étais un peu feignant, je n'ai pas fait de configuration custom. Donc, ça peut me coûter cher finalement pour pas grand-chose. Donc, le bon point là-dedans, c'est qu'on utilise toujours Gib pour compiler notre conteneur. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir Docker sur Cloud Build. Je reste sur du pur Maven. C'est comme si je l'avais fait chez moi. J'ai aucun souci. Et il va le déployer sur GKE. Mais là, bon, OK, un Kubernetes pour déployer un Hello World, c'est un peu un mastodonte pour écraser une fourmi. C'est peut-être pas nécessaire. Est-ce qu'il n'y a pas plus simple? Comme vous l'a dit Guillaume au début, souvent Google essaie de nous simplifier la vie. Donc oui, il y a plus simple. Il y a un produit qui s'appelle Cloud Run. Donc là, il a fini toutes les étapes. Normalement, si je reviens ici, il m'a dit que tout s'est bien passé. Si je retourne dans mon Kubernetes Engine, charge de travail, là, j'ai une belle erreur. C'est toujours l'effet démo, hein, autrement ça aurait été beaucoup trop simple. Mais vous voyez qu'il a tenté de le redéployer parce qu'autrement il n'y aurait pas eu l'erreur. Donc, ce que je vous disais, c'est que Google nous permet d'utiliser aussi Cloud Run. Donc, Cloud Run, qu'est-ce que c'est? Si je reviens à ma présentation, c'est un service à conteneur. Donc, c'est encore plus managé qu'un Kubernetes managé par un cloud provider. Là, c'est vraiment donnez-moi votre conteneur et je vais le faire tourner. Donc, on peut affilier ça à une Cloud Function, mais qui fonctionne avec des conteneurs. Donc, Cloud Run n'est pas le seul. Il y a la même chose pour Amazon qui est Fargate. Et pour Azure, c'est Container Instance. Donc, qu'est-ce que c'est Cloud Run? Donc, pareil, j'ai copié-collé directement depuis la doc, je ne me suis pas embêté. Ce qui est important, c'est que c'est totalement managé. Vous ne savez pas où ça tourne. Derrière, ça tourne sur un GKE, mais vous n'avez pas besoin de créer votre cluster. Vous n'avez pas besoin de le manager, de savoir combien vous avez de nœuds. C'est lui qui s'en occupe pour vous. Derrière, ce qu'il fait vraiment, c'est qu'il va créer un objet Knative. Et derrière un objet Knative, c'est quand même un Kubernetes. Donc, Cloud Run tourne sur GKE, mais ce GKE, il n'est pas vraiment à vous. On ne sait pas trop où il le fait tourner. Il trouve une instance, il trouve un endroit où il peut le faire tourner et il le fait tourner. Donc là, on va repasser à la configuration. Je peux faire aussi du point and click. Je ne vais pas aller jusqu'au bout pour éviter l'erreur que j'ai tout à l'heure. Donc, je suis sur la console Cloud Run. Pour l'instant, j'en ai pas. Et il me fait créer un service. Donc, je vais cliquer dessus. C'est assez simple. Il va me dire où est-ce que vous voulez l'exécuter. Je vais le mettre aux États-Unis. Je vais aussi l'appeler JibDemo. Et je vais autoriser tous les appels non authentifiés. Donc, suivant. Et là, il me dit, donne-moi une image à faire tourner. Je reprends la même chose. Je choisis mon image. Et c'est parti. Donc là, si j'appuie sur Créer, il va générer mon conteneur. Il va prendre mon conteneur et le déployer sur Cloud Run. Mais je vais vous montrer comment on peut le faire aussi de façon automatique. Donc, c'est le même principe que tout à l'heure. On a un fichier YAML où le début est strictement identique. Donc, on va builder notre image avec Gib. Et ensuite, on va exécuter une commande sur gcloud qui est deploy sur Cloud Run. Donc, on lui dit, voilà, déploie cette image-là avec ce nom-là dans cette région sur la plateforme totalement managée. J'ai vraiment besoin de faire et je veux que tu autorises des appels non authentifiés. Donc là, je vais annuler. Et je vais retourner dans ma petite console Cloud Build, car j'ai fait la même chose pour… si je mets Cloud, il va avoir beaucoup de choses. Hop, Build, ça sera mieux. Il y a un deuxième déclencheur qui, lui, est un peu plus sauvage. Il dit, peu importe sur quoi tu pousses, n'importe quelle branche, je veux que tu me déploies avec le fichier que je viens de vous montrer. Donc, je vais lancer le déclencheur et il va faire la même chose. Normalement, il va se lancer, il me dit OK, affiche-le. Et on voit bien qu'il y a toujours ces 3 étapes. Donc, aller récupérer les images et on va attendre que ça se finisse et on va voir que ce sera déployé sur Cloud Run. Ce qui est très intéressant avec Cloud Run, c'est que toutes les étapes d'avant où je vous ai montré le cluster, mes pods, mon service qui est en load balancing sur le load balancer de la GCP, ça,
là, pour Cloud Run, j'en ai pas eu besoin. Le but, c'est vraiment, prends mon conteneur, mets-le sur le cloud, donne-moi une URL et on est parti. Donc là, c'est ce qu'il va faire. Normalement, ça devrait aller aussi vite que la partie d'avant parce que tout se passe dans le cloud et pas sur ma machine. Donc là, il est en train de setter les policies IAM. J'espère que j'aurai pas de problème là-dessus. C'est souvent mon point noir et ma bête noire, c'est les droits IAM. Donc, si je retourne dans Cloud Run, normalement, il est arrivé. On voit qu'il est encore en cours. On va attendre un tout petit peu. Et lui, il va me fournir une adresse IP extérieure. Et on voit que le déploiement s'est passé à l'instant. Il est en cours. Et c'est un peu lent. Ah, c'est bon. Il est arrivé. OK. Là, c'est bien ce que je disais. Je pense qu'il y a une erreur. Mes policies ne doivent pas être bons. Du coup, tac, 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 tac. Là, hop, l'adresse IP, elle n'est pas bonne. Tac. L'effet démo est toujours sympa. Autorisation. Ajouter des autorisations. Sélectionner un rôle. C'est pas ça. Si Guillaume, tu veux m'aider, ça me va aussi. C'est all user, demandeur Cloud Run. Il me le dit en fait. Ajouter all user en tant que membre et attribuer le rôle demandeur Cloud Run. Donc all user, le rôle Cloud Run, demandeur Cloud Run. Voilà. Donc il est sympa. Il m'a dit au fait, t'es un peu con, t'as oublié de mettre les rôles normales. Voilà ce que tu dois faire. Et si on lance, normalement, on a la même chose. Notre application, elle tourne. Donc pour pas dire que je triche, je vais mettre hello et je vais mettre n'importe quoi. Hein, je pense que ça, j'aurais pas pu le tricher. Et on voit que notre application fonctionne. Donc, ce qui est bien là-dessus, c'est que finalement, j'ai déployé mon conteneur sur le cloud et j'avais besoin de aucune connaissance sur Kubernetes ni sur les conteneurs. Donc, si on résume ce qu'a dit Guillaume depuis le début, c'est que Gib va nous aider à créer un conteneur sans avoir vraiment de connaissances Docker et va nous faire un conteneur qui est plutôt bien optimisé. Et Cloud Run nous dit, OK, tu veux le faire tourner sur le cloud, donne-moi-le, je m'en occupe. Donc, j'ai pas besoin d'avoir de connaissances sur Kubernetes. Donc, ce qui est pour moi vachement intéressant là-dedans, c'est que j'ai juste fait un petit fichier YAML que, on va pas se mentir, j'ai trouvé sur Internet et que j'ai un tout petit peu customisé. J'ai réussi à faire un conteneur sans avoir de connaissances Docker et sans avoir de Docker installé sur ma machine. J'ai déployé sur un Kubernetes qui est dans le cloud sans avoir de connaissances Kubernetes. Et c'est plutôt pas mal. Bon, je dis pas que vous ne devez pas évidemment avoir de connaissances Kubernetes car c'est très intéressant, vous feriez mieux de regarder, mais ce n'est pas obligatoire pour utiliser Cloud Run. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand je faisais l'affiliation entre Cloud Run et des Cloud Functions, c'est que c'est quasiment identique. Comment ça se passe dans la réalité? Cloud Run, il va faire un call start de votre conteneur quand il y a un appel HTTP qui va être fait. Donc là, il venait d'être déployé, du coup, il était déjà présent. Mais si je ne fais rien pendant 1 heure et que je refais un call, il va démarrer mon conteneur. Donc, évidemment, vous vous dites, c'est pas cool, je dois démarrer un conteneur Java à froid, ça va être un peu lent. C'est pour ça que c'est une bonne solution, mais tout dépend ce qu'il y a dans votre conteneur. Donc, c'est ça qui est important. On ne peut pas l'utiliser en tant que back-end qui doit être intensément utilisé. Ou alors, il va tout le temps être en route et être en train de fonctionner. C'est pas forcément la bonne solution. Mais si on doit faire un fonctionnement qui est, par exemple, générer un PDF ou générer un rapport qui se fait 1 fois par jour, votre conteneur ne tourne pas. Quand je fais une demande pour générer mon rapport, je m'en fous si ça prend 30 secondes. De toute façon, je le fais en 1 journée. Je sais que générer un PDF, ça prend un peu de temps. Donc, il va faire un call start. Il va monter mon conteneur, faire ce qu'il a besoin, me donner la réponse et éteindre mon conteneur. Et à partir de ce moment-là, je ne payerai pas. Et ce qui est intéressant avec Cloud Run, contrairement au Cloud Function, c'est que Cloud Run, lui, peut supporter plusieurs appels en parallèle. Il peut en supporter 80. On peut le setter, mais de base, c'est 80. Je trouve que c'est un bon chiffre.
Et ce que vous voyez dans la diapo, c'est que la partie qui est payante, c'est vraiment la partie où vous utilisez du CPU pour faire tourner votre conteneur. Donc la partie instanciation, elle n'est pas prise en compte. La billable time, c'est que le moment où vous avez votre première requête qui est exécutée jusqu'au moment où votre dernière requête se termine. Donc, ce n'est pas une addition de toutes vos requêtes pour vous facturer, c'est vraiment, OK, l'ensemble de vos requêtes, il y en a eu 25 en parallèle. De la première à la dernière, ça a pris 20 secondes. On va vous facturer 20 secondes. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que 80 appels en parallèle, tout dépend de ce que vous faites, ça peut être largement suffisant. Dès qu'on va arriver à 80, il va refaire un autre call start. Donc, ça veut dire que si vous l'utilisez comme back-end, bah, tous les 80 requêtes, s'il y en a qui en parlent et que ça dure assez longtemps, bah, la 81e personne va se taper le call start. Donc, c'est pas forcément le mieux pour un conteneur Java, mais si vous avez un conteneur Go ou un conteneur JS, ça va aller très vite et vous vous rendrez quasiment pas compte du call start. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Et le point positif, c'est que vous pouvez avoir plusieurs calls en parallèle. Google n'est pas bête. Ils veulent pas tuer leur Cloud Function. Le tarif à la requête, au final, est quasiment similaire. J'ai pas été plus loin. C'est arrivé à un certain nombre de requêtes. Plus ou moins, je crois que c'est genre 1 million ou 10 millions. C'est plus rentable de faire des Cloud Function ou un Cloud Run. Mais dans mon cas, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir des millions d'appels sur mes backends, malheureusement pour moi. Mais voilà. Donc, c'est intéressant. Tout dépend ce qu'on met dans notre conteneur, mais ça peut être quelque chose qui peut être envisagé pour un petit bout de code qui n'est pas utilisé tout le temps, qui est utilisé de façon régulière, par mois, par jour, par semaine. Et on sait qu'on s'en fout un peu si ça prend un tout petit peu plus de temps que prévu, mais au moins je ne suis pas facturé s'il tourne et qu'il ne sert à rien.